Donc, dans votre introduction, bien évidemment, donc vous présentez l'auteur à travers une bio assez succincte. Vous pouvez dire de Marivaux qu'il est surtout associé au théâtre avec la notion de marivaudage, qui tire évidemment son nom de cet auteur, et qui est l'expression des sentiments, les jeux sur les sentiments, qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans cette pièce, encore que, mais qui vous permet justement de citer d'autres pièces de Marivaux. Ce qui est important aussi, c'est de montrer le côté moderne, innovant de cette pièce, donc qui a été jouée en 1725 et qui s'apparente aux idées en fait des philosophes des Lumières, puisque vous avez ici des idées pré-révolutionnaires, puisqu'il y a une remise en question ici donc dans la pièce des rôles entre donc les esclaves et les maîtres, c'est-à-dire que ce qui est remis en question, c'est cette relation entre ceux qui ont le pouvoir, donc les maîtres, et ceux qui subissent ce pouvoir. Donc dans la pièce, ce sont des esclaves, mais on a bien compris que ces esclaves ressemblaient plutôt à des serviteurs du XVIIIe siècle. Dire également que c'est donc l'avant-dernière scène de la pièce. Dans la dernière scène, donc Trivolin fera la morale en fait de cette expérience, que à ce moment de la pièce, Arlequin a pardonné donc à son maître, qu'il est prêt à redevenir esclave, parce qu'il s'est aperçu qu'il y a une certaine complicité qui l'unissait à son maître, et il a déjà mené une réflexion sur le renversement des rôles. Bon. Cléantisse, elle en revanche, elle exprime un ressentiment très fort à l'encontre de sa maîtresse Euphrosine. Un ressentiment qui est beaucoup plus grand que celui d'Arlequin, qui est beaucoup plus violent. Et de ce fait, donc, elle a une tirade significative dans cette scène. Et cette tirade donc va dénoncer cette relation entre les maîtres donc et les esclaves. C'est une tirade qui est intéressante, c'est un passage un petit peu capital, c'est même un passage symbolique, parce que la singularité de cette pièce, c'est vraiment de jouer sur la double énonciation, comme toute pièce de théâtre, mais celle-ci un petit peu plus. Parce que, évidemment, ici, les personnages, ils échangent entre eux, mais surtout, le texte s'adresse aux spectateurs, qui sont évidemment des nobles à cette époque-là, pour qu'ils prennent conscience, en fait, des revendications de leurs serviteurs et qu'ils changent donc leur comportement. Alors, dans cette pièce, donc, on a vu qu'il y avait 3 mouvements. Le premier, ça serait donc de la tirade d'Arlequin jusqu'à la, enfin pas la tirade d'Arlequin, des répliques d'Arlequin jusqu'à la tirade de Cléantisse. Et la tirade de Cléantisse, donc, on l'a découpée en 2 mouvements, vraiment jusqu'à nous y voilà. Et puis, donc, le 3e mouvement, qui est la 2e partie de la tirade donc, de Cléantisse. Une problématique, donc, c'est de se demander, de montrer comment donc ce passage, il symbolise la relation entre le maître et les valets. Et au-delà de ça, en quoi c'est une vraie réflexion sur l'humanité. Sur l'humanité, c'est-à-dire la manière dont les humains peuvent vivre ensemble. Une autre problématique qui rejoint celle-là serait de voir en quoi il y a une stratégie argumentative qui se met en place et qui permet justement une réflexion sur la relation donc maître et esclave, puisque véritablement l'enjeu de cette réflexion c'est l'humanité, c'est-à-dire comment est-ce que les hommes peuvent vivre ensemble. Voilà. Cette première réplique d'Arlequin met en exergue, c'est-à-dire met en évidence la valeur essentielle de la pièce, c'est-à-dire l'humanité qu'il doit y avoir dans la relation maître-esclave. Il exprime donc son désir de devenir un homme de bien, comme il le dit tout de suite, et il faut comprendre donc cette expression plus dans une dimension morale que dans une dimension sociale, puisque socialement, un homme de bien, ça désigne un honnête homme, c'est-à-dire donc un noble.
Et ici, c'est pas du tout l'idée. Bon. Ensuite, on voit qu'en utilisant donc le mot sottise pour désigner ce qu'il concerne, mais surtout pour désigner le comportement des maîtres, on voit bien en fait qu'il minimise ce comportement, c'est-à-dire tous les côtés blâmables des maîtres, et avec le mot sottise, il les considère plus comme des erreurs que comme une vraie volonté donc de nuire, de faire le mal. Bon. Et ainsi, il montre le peu d'importance qu'il accorde donc à ces sottises. On voit donc que Arlequin ici a un côté raisonné et raisonnable, et donc c'est le valet qui sait relativiser, donc qui fait preuve d'intelligence, contrairement donc au maître. On voit qu'il utilise donc des parallélismes entre lui et son maître. Je me repens de mes sottises, lui, c'est-à-dire donc son maître, des siennes. Repentez-vous des vôtres. Là, il s'adresse à Cléantis. Madame Euphrosine se repentira aussi. Donc, on voit un parallélisme qui permet de montrer que maître et valet sont finalement mis sur le même plan et qui sont tous donc responsables de cette situation. Et évidemment, donc Arlequin les invite à sortir de cette citation. Cette invitation donc s'adresse à Cléantis puisqu'il veut donc la faire réagir, et donc il se positionne comme quelqu'un qui a de bonnes résolutions et qui invite chacun des autres à avoir un comportement intelligent. Donc après cette réplique d'Arlequin, c'est Euphrosine qui prend la parole et qui se hâte d'exploiter les bonnes résolutions d'Arlequin, et elle invite donc sa servante à faire de même. « Ah, ma chère Cléantis, quel exemple pour vous !» On voit qu'elle met les formes en appelant donc Cléantis ma chère, un petit peu comme si c'était son égale, mais on voit surtout qu'il y a toujours une tension qui demeure, donc malgré tout, et que cette invitation, c'est un véritable ordre, une réelle injonction. Alors que Iphicrate, lui, donc va rectifier parce qu'il a bien entendu la leçon. Dites plutôt quel exemple pour nous. Madame, vous m'envoyez pénétrer. Donc lui, il rectifie le vous en nous, qui montre en fait qu'il met donc sur un même pied d'égalité maître et valet, et que maître comme valet donc doit tirer les leçons d'Arlequin. Voilà, et il invite donc lui Euphrosine à en faire de même, alors que là elle se sentait peu concernée puisqu'elle s'adressait Euphrosine à Cléantis et non pas à elle. Bon, donc on voit quand même que cette leçon elle n'est pas complètement entendue par Euphrosine. On voit aussi que cette leçon que donne Arlequin, elle s'adresse plus à l'émotion finalement qu'à la raison, comme le montre en fait la dernière phrase d'Iphicrate, « Madame, vous m'envoyez pénétrer ». Et puis, donc, on voit quand même un désaccord quelque part entre Euphrosine et Iphicrate, qui n'ont pas retenu la leçon donc de la même façon, et qui permet en fait de suggérer que malgré tout ce qui s'est passé dans la pièce, eh ben, les enjeux de pouvoir ne sont pas complètement donc estompés ou effacés. Donc le deuxième mouvement correspond à la première partie de la tirade de Cléantis, donc qui va du début de ses propos à vraiment nous y voilà avec vos beaux exemples, jusqu'à ah nous y voici. Donc tout d'abord on voit que cette tirade provoque une rupture avec ce qui se passait auparavant dans la pièce où on avait un échange plus rapide, et ici donc vous avez une longue prise de parole, d'où la tirade. Cléantis veut absolument déballer tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle veut donc exprimer son ressentiment, peut-être pour mieux l'évacuer. En ce sens-là, c'est le procédé de la purgation des passions que Aristote, dans sa poétique, donc appelait la catharsis, et dont on a déjà
parler. Donc on va voir qu'elle maîtrise à la fois, elle maîtrise l'art de la conviction, puisqu'elle cherche aussi bien à les convaincre par des arguments qu'elle est persuadée, donc en les touchant, c'est-à-dire qu'elle veut les faire réfléchir et aussi donc les toucher. Donc cette réplique, comme nous l'avons dit, est un point central de la pièce, puisqu'elle permet à Cléantisse d'exprimer son ressentiment. Et on va voir en fait dans ses propos, dans cette tirade, que la colère va laisser la place à la sincérité. Donc au début de ce mouvement, ce qui domine évidemment, c'est la colère. Et cette colère, cette dénonciation de Cléantisse, elle passe donc par plusieurs éléments. Donc nous avons évidemment plusieurs phrases exclamatives. Nous avons également donc des interjections de a et fi. Nous avons donc une conjonctive exclamative, que cela donc est vilain. Et puis nous en avons qui montrent toujours donc cette colère, ce ressentiment, de nombreux adverbes d'intensité. Vraiment, nous y voilà. Ils sont trop heureux. C'est bien la peine. Et on a aussi 100 fois plus honnête. Donc tous ces procédés montrent sa colère. On voit aussi que ce qui caractérise le début de sa tirade, c'est une opposition entre le nous, qui désigne donc les petites gens, les serviteurs, et le vous, donc qui désigne donc les maîtres. Donc pour vous, vous avez vos beaux exemples, mais pour nous, nos gens qui nous méprisent, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre. La phrase « Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux qu'en l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. » Bon. Donc on voit ici donc une phrase qui est particulièrement longue, avec de nombreuses subordonnées qui nous méprisent, qui font les fiers, qui, etc. Et évidemment, ici, ça permet donc d'accumuler les critiques. C'est un véritable réquisitoire, en fait, que Cléantisse adresse au maître. Les mauvaises actions des maîtres, donc, sont rendues par des démonstratifs un petit peu particuliers. Donc, voilà. Deux fois et cela, donc cela est vilain. Donc ces démonstratifs, ils sont un petit peu donc particuliers parce que ce sont des pronoms et ce sont des pronoms qui ne renvoient pas donc à des paroles mais à des actes. C'est ce qu'on appelle donc des déictiques, c'est-à-dire qui montrent un petit peu du doigt. Et c'est intéressant parce que justement ces déictiques, c'est ce qui permet en fait de prendre donc les spectateurs à témoin, donc de les intégrer dans ce réquisitoire. Donc cette réplique est un moment crucial dans la comédie puisqu'elle permet à Cléantisse d'exprimer son ressentiment sur un ton polémique. Bon. On va voir que finalement la colère va faire place à la sincérité. Mais ce qui domine au début de sa tirade, c'est la colère. Cette colère, elle est déjà visible à travers les nombreuses exclamations, ainsi que les deux interjections « a » et « fi » que vous avez. Vous avez également une conjonctive exclamative, que cela est vilain, qui exprime justement donc cette colère, surtout de nombreux adverbes donc d'intensité, comme vraiment, à vraiment, qu'ils sont trop heureux, donc le trop, plus honnête et bien la peine, donc qui insiste sur ce qu'elle va reprocher donc au maître. On voit donc également une opposition très forte entre le nous qui concerne donc les gens qui n'ont pas de pouvoir, les serviteurs, nos gens nous méprisent, nous maltraitent, nous regardent, et le vous de vos beaux exemples donc qui désigne les maîtres et la noblesse. La deuxième phrase, voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Ici, vous avez donc une très longue phrase qui a comme particularité d'avoir de nombreuses propositions subordonnées qui sont introduites par qui chaque fois. Donc vous en avez 5 et ces propositions donc permettent d'accumuler donc les critiques
que la servante adresse donc au maître pour montrer donc leurs mauvaises actions. Ces mauvaises actions, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont aussi donc désignées par des démonstratifs un petit peu particuliers. Voilà, voilà, cela. Donc ces pronoms démonstratifs, c'est ce qu'on appelle des déictiques. Et ils ne correspondent pas en fait à des paroles, mais à des actes. Un petit peu comme si on montrait du doigt les actions qu'ils étaient en train de faire. C'est un procédé qui est intéressant parce que cela permet donc de prendre les spectateurs donc à témoin. Et Cléontis est assez habile dans son discours parce que elle arrive donc à maîtriser assez bien l'ironie. Évidemment, quand elle parle de vos beaux exemples, c'est une antiphrase puisqu'elle elle ne pense absolument pas que ce sont des beaux exemples, des belles manières de faire. Voilà. C'est pareil, on a aussi un autre procédé d'ironie quand elle dit voilà nos gens donc pour désigner ses maîtres. Ce qui est ici ironique, c'est l'emploi du déterminant possessif nos, puisque justement tout l'enjeu est de montrer en fait que les serviteurs sont des humains et donc qu'ils n'appartiennent pas à leur noble. Donc ici, elle retourne encore une fois la situation avec ce possessif comme si les nobles lui appartenaient. Et finalement, ce qui est reproché, donc on va voir un petit peu justement quelles sont les actions que Cléontis reproche donc aux nobles. Donc vous avez d'abord donc une accumulation qui nous méprise dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre. Donc on peut voir en fait dans cette accumulation que d'abord elle leur reproche donc leur vanité, mépriser, faire les fiers, considérer les subalternes comme des vers de terre ou encore donc faire tant les glorieux. Elle leur reproche également donc les mauvais traitements qu'ils infligent à leurs domestiques avec le terme qui nous maltraite. On voit enfin quelque chose aussi d'intéressant qui est un système d'opposition qu'elle met en place entre ce qui serait le véritable mérite, c'est-à-dire mérite et honnête, qui nous trouvait 100 fois plus honnêtes gens qu'eux, à ce que sont ces nobles, finalement, qui n'ont que des richesses et des titres de noblesse à opposer à ces valeurs morales qu'ont donc les serviteurs. Donc ces richesses et titres de noblesse, vous les avez donc mis en relief dans une énumération, donc en rythme ternaire, l'or, l'argent, les dignités. Dans ce passage, on s'aperçoit que Cléontis donc maîtrise très bien l'art de la parole, la rhétorique, d'abord parce qu'elle maîtrise bien l'ironie. Donc l'ironie, on la voit d'abord avec l'expression « vos beaux exemples », parce que c'est une antiphrase. Bien évidemment, elle ne considère pas que le comportement des nobles à Athènes était un bel exemple. Deuxième procédé d'ironie, c'est quand elle parle de nos gens. Ici, ce qui est intéressant, c'est le déterminant possessif nos, puisque là, on touche à un des enjeux de la pièce, puisque l'idée, c'est vraiment que les esclaves ou les serviteurs n'appartiennent pas, sont des êtres humains et n'appartiennent pas aux nobles qu'ils servent. Et ici, elle reprend en fait ce déterminant comme si les nobles lui appartenaient. Donc, évidemment, c'est un trait d'ironie. Donc, quelles sont les actions exactement que Cléontis donc reproche au maître? Donc, on le voit, d'abord, on a une énumération qui nous méprise dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre. Donc, on voit qu'elle leur reproche avant tout la vanité, avec mépriser, faire les fiers, considérer les subalternes comme des vers de terre, c'est-à-dire des moins que rien, et aussi donc faire les glorieux. Elle leur reproche également un autre élément qui est la maltraitance qu'ont les maîtres vis-à-vis donc de leurs serviteurs avec le terme maltraite. On voit donc également qu'elle met en place un système d'opposition entre ce qui est le véritable mérite, avec les mots honnête, donc l'honnêteté, et le mérite, qui servent à qualifier en fait le comportement donc des serviteurs, et ça va s'opposer donc aux qualités qu'ont leurs maîtres, qui ne sont que des qualités matérielles, de l'or, de l'argent,
des dignités, c'est-à-dire des richesses et des titres de noblesse. Donc vous voyez, ils sont énumérés, et là aussi, on peut voir encore une fois qu'elle maîtrise très bien l'art de la parole, parce que entre l'or, l'argent et les dignités, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'art oratoire, puisque vous voyez qu'il y a un effet de progression. L'or, il n'y a qu'une syllabe, l'argent, il y en a deux, les dignités, donc il y en a trois, et donc ça forme une figure donc d'insistance pour montrer justement ce contraste entre le mérite, l'honnêteté des serviteurs et le peu de qualité, puisque ce ne sont que des qualités matérielles de leur maître. Dans sa tirade, Cléontis utilise donc deux termes qui sont très intéressants parce qu'ils sont porteurs de double sens. D'abord, donc, honnêtes gens. Donc, honnêtes gens, ça a un double sens puisque c'est à la fois une qualité sociale et une qualité morale. Ce qu'on appelle des honnêtes gens ou un honnête homme au XVIIe et encore au XVIIIe siècle. Donc, c'est un noble qui a un certain nombre de qualités. Et évidemment, ici, elle ne parle pas justement de ces qualités sociales des nobles, mais vraiment des qualités morales, donc de l'honnêteté que l'on retrouve donc chez Cléontis et Arlequin. De la même façon, vilain est un mot intéressant parce que l'étymologie de vilain, ça renvoie donc aux habitants de la ferme, la villa en latin. Et donc au départ, ce qui est un vilain, c'est un paysan. Et évidemment, ça va prendre une connotation qu'elle utilise aussi avec le temps, puisque quelque chose de vilain, c'est quelque chose qui désigne aussi une mauvaise action. Mais en fait, avec ce terme, comme avec celui de honnête gens, on voit bien en fait que c'est le retournement de rôle entre les valets et les esclaves qui permet de mettre en évidence les véritables valeurs morales qui sont incarnées, bien évidemment, donc par Arlequin et Cléontis plutôt que par leur maître. Dans cette tirade, Cléontis utilise deux termes qui sont particulièrement intéressants et révélateurs des enjeux de la pièce, puisque ce sont des termes qui sont porteurs de double sens. Donc le premier, c'est honnête gens, puisque honnête gens désigne à la fois une qualité sociale et une qualité morale. Une qualité sociale parce que ce qu'on appelle au XVIIe et au XVIIIe siècle, des honnêtes gens, c'est la même chose qu'un honnête homme, donc ça désigne un noble qui a un certain nombre de qualités. Bon. Et évidemment, ici, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, puisque ça désigne justement Arlequin et elle-même, donc Cléontis, pour montrer qu'ils ont des qualités morales, celles de l'honnêteté, que n'ont pas justement donc leur maître. Évidemment, cette idée, elle est renforcée par l'hyperbole 100 fois plus. L'autre terme assez intéressant, c'est le terme vilain, parce que étymologiquement, vilain, ça renvoie donc aux habitants de la ferme. Villa, en latin, c'est la ferme. Donc un vilain, ça désigne avant tout donc un paysan. Et évidemment, ça va prendre une connotation, ce mot avec le temps qu'on connaît tous, qui est une chose vilaine, c'est une mauvaise action. Bon, donc elle l'utilise ici évidemment dans le sens de mauvaise action, mais ça renvoie quand même au niveau de l'étymologie à une inversion des rôles. Et c'est bien là tout l'enjeu de la pièce, c'est que c'est le retournement des rôles qui permet de mettre en évidence justement les valeurs morales que l'on retrouve donc chez Arlequin et Cléontis et non pas chez Iphicrate et Euphrosine. Cléontis poursuit donc sa tirade toujours sur un registre polémique. Elle apostrophe ses anciens maîtres, s'il vous plaît, en multipliant donc les pronoms personnels qui renvoient à ses maîtres. Où en seriez-vous ? Pour vous, ne seriez-vous pas bien attrapé ? Il s'agit de vous pardonner. Vous étiez tout cela, en valiez-vous mieux ? La servante enchaîne donc les questions donc en cascade et vous avez un certain nombre de questions rhétoriques. Je vous rappelle qu'une question rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse tant elle est évidente.
Ici, c'est un petit peu différent parce que Cléanthes, de façon un petit peu maladroite, donne la réponse riche, non, noble, non, grand seigneur, point du tout. Donc, on voit à quel point ça lui tient à cœur, puisque dans l'idée de la question rhétorique, c'est que la réponse donc n'est pas donnée, c'est finalement au spectateur ou au lecteur de trouver lui-même la conclusion et du coup de réfléchir. Ici, elle le devance avec ses non, non, point du tout. On voit aussi ici qu'on a donc une gradation de 3 termes, riche, noble, grand seigneur. Donc je rappelle qu'une gradation, c'est une énumération donc où on classe donc les mots. Et ce rythme ternaire donc insiste sur la hauteur de la classe sociale, justement donc pour montrer que cette classe sociale eh bien, ne possède pas justement cette capacité à pardonner, cette bonté qu'ont les serviteurs. Donc la servante va ensuite lancer un certain nombre de questions en cascade, dans lesquelles donc vous avez de nombreuses questions rhétoriques. Donc je rappelle qu'une question rhétorique, ce sont des questions dans lesquelles on n'attend pas de réponse parce que cette réponse donc est évidente. Et l'idée de la question rhétorique, c'est que finalement, c'est au spectateur de trouver lui-même donc la réponse et du coup de tirer la leçon de tout ça. Ici, vous avez des questions rhétoriques qui sont assez maladroites, puisque vous avez donc Cléanthes qui donne la réponse. Riche, non. Noble, non. Grand seigneur, point du tout. Donc on voit d'abord des questions qui sont très rapides, souvent composées d'un seul mot, tout comme la réponse, riche non, noble non, grand seigneur, point du tout, qui montrent encore une fois donc son indignation. On voit également que ces questions donc rhétoriques où elle apporte les réponses sont en graduation. Donc on a une graduation, je vous rappelle, c'est une énumération qui est classée et qui permet ici dans ce rythme ternaire, puisque vous avez 3 choses, riche, noble, grand seigneur, d'insister sur la hauteur de la classe sociale. Et justement pour montrer que la hauteur de cette classe sociale, de la noblesse, ne leur permet pas d'avoir la hauteur morale des 2 valets qui sont prêts à pardonner et qui font preuve donc de bonté. Bon. Pour encadrer donc ces petites questions rhétoriques très rapides, vous avez 2 questions ouvertes, une au début, que faut-il être, une à la fin, que faut-il donc, qui se font écho l'une à l'autre. Et ce premier mouvement donc se termine avec donc cette expression ah nous y voici, qui montre vraiment donc l'indignation de Cléanthes et qui renvoie évidemment au premier mot de la tirade qui était ah vraiment nous y voilà avec vos beaux exemples. Donc on voit bien en fait que dans ce deuxième mouvement, cette première partie de la tirade de Cléanthes, ce qui domine vraiment, c'est l'indignation en fait de la servante. Alors dans la première partie de sa tirade, Cléanthes utilisait une tonalité, un registre polémique qui avait donc pour but de faire réagir peut-être pas son adversaire, mais en tout cas ses interlocuteurs, qui étaient donc Iphicrate et Euphrosyne. Bon. Et dans la deuxième partie de cette tirade, c'est-à-dire notre troisième mouvement, on va voir qu'on a donc un glissement. On n'est plus dans l'idée de les faire réagir là, mais plutôt de donner une sorte de morale, de réflexion plus large qui va intéresser donc nos 4 personnages. Donc un espèce de glissement
vers un ton didactique qui est donc celui de véritablement donner une leçon. Un petit peu comme si elle avait eu un raisonnement donc en deux temps. Donc le premier, d'abord les faire réagir pour qu'il y ait une prise de conscience et puis ensuite donc pouvoir avoir une réflexion plus large. Ça ressemble un petit peu à ce que vous apprendrez l'année prochaine en philosophie quand on parle donc de la manière dont raisonnait donc le philosophe Socrate. Et Socrate, quand on lui posait une question, n'y répondait pas. Il répondait sous forme de questions simples, et du coup son interlocuteur, petit à petit, réfléchissait donc à la question jusqu'à découvrir la vérité. Donc c'est un petit peu la même chose qui est en jeu ici, puisqu'elle a d'abord cherché à les faire réagir et maintenant elle va chercher dans cette deuxième partie de tirade donc à les faire réfléchir en donnant donc une morale beaucoup plus large à tout ce qui a pu leur arriver à tous les quatre. Cléantys, avec le début de ce passage, il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison, voilà ce qu'il faut, répond finalement aux deux questions ouvertes qu'elle avait précédemment posées quand elle l'avait dit « que faut-il être ?» que faut-il donc? Donc ici on voit qu'elle emmène donc la réponse. Et cette réponse, donc elle est composée de trois termes, plutôt de trois qualités, hein, avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison, qui sont justement donc des termes en miroir et surtout à l'opposé, donc en antithèse de ce qu'elle avait dit des qualités des nobles, c'est-à-dire de l'or, de l'argent et des dignités. Donc elle oppose à leur possession matérielle en fait des valeurs donc plus générales, donc le cœur bon, la vertu et la raison. Donc on voit des choses qui font appel à l'émotion, au sentiment et à l'intelligence. Je pense qu'ici il sera important que vous précisiez à votre examinateur qu'on est vraiment ici dans des qualités qui correspondent aux idées des Lumières. Vraiment ce qui est le fondement, ce qui est le socle de l'éducation pour les philosophes donc des Lumières, qui fait que le sentiment doit être guidé par la vertu c'est-à-dire le mérite, et par la pensée qui est désignée donc par la raison. Donc c'est peut-être la phrase la plus symbolique de l'œuvre. Cette phrase-là, c'est une proposition qui est assez courte et qui est particulièrement donc efficace. Cléantys, ici, avec la répétition de « il faut », répond donc aux deux questions ouvertes qu'elle avait donc précédemment données. Que faut-il être et que faut-il donc? Et donc, voilà, elle apporte des réponses pour sortir donc de cette situation. Ces réponses, donc on peut aussi préciser que c'est un présent de vérité générale, ici, qui sonne un petit peu comme une sentence. Et les trois éléments donc qu'elle apporte de réponse, c'est avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Première chose qu'on peut voir donc sur ces trois éléments, ce rythme ternaire, c'est que déjà ces trois éléments donc s'opposent à ce qui allait qualifier les qualités des nobles. Hein. Précédemment, on avait vu de l'or, de l'argent, des dignités. Et ici, ces termes sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont représentatifs de l'idée des Lumières. C'est donc l'émotion, le sentiment, l'intelligence. C'est vraiment un petit peu le fondement de ce qui constitue le socle de l'éducation pour les philosophes des Lumières. Et ce qui est important de voir là-dedans, c'est que le sentiment doit toujours être guidé donc par la vertu, c'est-à-dire le moral, le souci moral, le mérite, et surtout par la pensée, c'est-à-dire la raison qui guide
toutes ces choses-là. Donc ici, on a peut-être affaire aux phrases donc les plus symboliques de l'œuvre. On voit que ce sont des phrases qui sont assez courtes, qui sont assez efficaces. Une fois encore, donc on a les présentatifs qui sont répétés. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qui est estimable, voilà avec quoi on donne donc de beaux exemples. Et ces présentatifs, ils sont véritablement là pour délivrer un enseignement qui s'adresserait donc à tous. Et on voit que le ton à ce moment-là est quand même le ton de la réflexion, parce qu'elle a un rythme qui est beaucoup plus tempéré par rapport donc à l'avalanche de questions qu'il y avait donc précédemment. Alors, cet enjeu de la raison, du cœur bon, de la vertu, de la raison, c'est vraiment un enjeu essentiel des Lumières, et vraiment sur l'idée que c'est la raison, l'intelligence qui doit primer en fait sur le ressentiment. Et non seulement c'est l'enjeu des Lumières, mais c'est aussi l'enjeu même de la pièce et de l'île, puisque au début de la pièce, donc Trivelin raconte l'histoire de l'île, et donc ce qu'il explique, c'est que donc les premiers esclaves qui se sont installés ici, qu'ils vinrent s'établir ici dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Et donc on voit bien que la fin de la pièce fait écho donc aux propos que nous avions au début, les propos de Trivelin, où on comprend bien finalement que au fil du temps, par la raison, l'intelligence, on a compris que ce n'est pas la peine de se venger et que vraiment l'idée c'était plutôt de corriger donc les mœurs. Et donc on voit bien ici que finalement cette inversion des rôles, c'est vraiment pour corriger les défauts des maîtres, et en les mettant donc à la place de leurs esclaves, ils comprennent donc un peu plus la situation de leurs esclaves. Les spectateurs peuvent se sentir visés par ce que dit Cléantisse. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde, puisque finalement cette adresse, est-ce que c'est vraiment donc une adresse au personnage de la pièce de théâtre, ou est-ce que c'est plutôt une adresse au public? On peut se poser la question, et c'est vrai qu'on a plutôt envie donc de se dire que ce sont les spectateurs qui sont visés, puisqu'ils sont désignés par messieurs les honnêtes gens, et donc il n'est pas du tout question du personnage donc de Frosine. De plus, on voit que Marivaux joue toujours avec la mise en abîme, le théâtre dans le théâtre, puisque quand il dit « voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent », eh bien les bons exemples que vous demandez, c'est justement ce qui se joue au théâtre, parce que ce sont les nobles qui vont au théâtre et qui demandent, quand ils vont au théâtre, à ce qu'on leur montre de beaux exemples. Donc c'est une espèce de mise en garde aussi des spectateurs, qui fait que les spectateurs donc, doivent prendre conscience de leur comportement et le changer. Alors, Cléantisse s'adresse à ses maîtres avec donc des impératifs, avec « estimez-vous »,« faites les superbes ». On voit aussi que le conditionnel final, vous devriez rougir de honte, est presque une phrase figée de remontrance, comme si elle s'adressait à des enfants à qui elle a fait donc la leçon. Donc ça crée un décalage comique. Et ce décalage comique, eh bien, il permet à Marivaux de faire passer le message plus facilement auprès de ses spectateurs qui, comme on l'a déjà vu, sont complètement visés donc par ce discours. On voit également que Cléantisse donc marque toujours donc une opposition. Donc finalement, on n'est pas à la fin de la pièce sur un pied d'égalité, parce que les maîtres redeviennent des maîtres, certes moins méchants, les serviteurs, enfin les esclaves redeviennent des esclaves, donc certes peut-être mieux considérés, mais
le changement est quand même minime, et on le voit dans cette antithèse qu'on a, dans le parallélisme de construction que vous avez à la fin, qui va opposer tout riche que vous êtes et tout pauvre qu'ils sont. Donc ce parallélisme permet surtout de montrer que finalement ce sont toujours les nobles qui sont tout riches, qui sont le sujet des actions, c'est eux qui offensent, c'est eux qui maltraitent, c'est eux qui accablent, alors que finalement les serviteurs restent toujours donc en position de complément d'objet. Ils subissent l'action, ils subissent l'offense, ils subissent la maltraitance, ils subissent l'accablement. De plus, on voit une gradation donc dans les griefs, donc c'est de plus en plus fort, d'abord l'offense, la maltraitance, l'accablement. Au passage, on peut rappeler que maltraitance, ce terme de maltraiter, c'est la deuxième fois qu'il apparaît donc dans notre court passage. Et peut-être important, on peut même le dire dès la première apparition de ce terme maltraité, sous l'Ancien Régime, les serviteurs pouvaient être battus par leur maître et n'avaient aucun recours légal donc face à ça. Et ici, donc Marivaux dénonce une pratique courante de son époque qui était finalement assez peu remise en cause, celle qui consiste donc à avoir le droit de fouetter, de battre ses serviteurs. Bon. Donc ce parallélisme, il est également intéressant parce que si Cléanthis s'adresse donc au maître directement par le pronom vous, tout riche que vous êtes, elle désigne Arlequin et elle la troisième personne, tout pauvres qu'ils sont. Et cette troisième personne, ça permet de donner une valeur universelle à son propos. Ce qu'elle nous dit, c'est que ce n'est pas Cléanthis et Arlequin comme individus propres qui pardonnent à leur maître, mais que c'est vraiment toute la condition de serviteur et de servante qui seraient prêts à pardonner donc à leur maître. Bon. Ceci dit, ça ne l'empêche pas d'être toujours un petit peu dans le ton polémique, puisque à la fin, on a quand même encore une pique. Elle leur dit « faites les superbes ». Donc les superbes, c'est à prendre au sens propre, qui est le premier sens. Donc superbes, les orgueilleux. Faites les orgueilleux, continuez donc de faire les vaniteux. Nous, on vous pardonne. Et on voit donc à la fin qu'elle leur rend leur liberté avec ce verbe à l'impératif aller. Et c'est ce qu'on appelle donc la valeur performative du langage, c'est-à-dire que la parole vaut comme si c'était donc une action. Et donc on voit bien à la fin qu'elle pardonne et qu'elle est prête donc à retourner à Athènes. Donc en conclusion, vous reprenez donc les trois mouvements qu'on a vus. Finalement, le premier mouvement sert surtout à lancer la tirade de Cléanthis. Rappelez que la première partie de cette tirade montre son indignation, sa colère, et qu'elle a pour but donc de faire réagir ceux qui l'écoutent. Que par la suite elle est beaucoup plus modérée parce que finalement le but de la fin de la tirade, donc de notre troisième mouvement, c'est surtout donc de faire réfléchir les maîtres et puis le public, selon toujours ce principe de théâtre dans le théâtre et de mise en abîme qu'on a vu dans toute la pièce. Vous pouvez également rappeler cette phrase latine dont on a précédemment parlé, de Jean de Santeuil, qui avait été reprise par Molière, qui était castigat ridendo mores, avec l'idée justement que le théâtre, il doit castigat, c'est-à-dire corriger, fustiller, mores, les mœurs, ridendo par le rire. C'est-à-dire que le théâtre et la comédie auraient la capacité de rendre les hommes meilleurs en leur montrant justement leurs vices. Elles pourraient corriger les vices et les défauts de la société. On peut toutefois nuancer un petit peu dans la fin du texte
la position de clientise, parce que certes, elle leur pardonne, mais on voit bien à la fin du texte qu'elle n'a pas pleinement confiance dans leur capacité donc à changer. Elle leur dit: faites les superbes, vous auriez bonne grâce, vous devriez avoir honte. C'est-à-dire que elle ne croit pas complètement à leur changement d'attitude. Par contre, elle les invite fortement donc à tenter de changer, voilà, d'attitude. Bon,